Bonjour à tous. Encore un attentat terroriste dans la région du Sud-Ouest survenu ce week-end. Un véhicule appartenant à la police nationale a été victime d'un attentat à engin explosif improvisé. Le bilan officiel fait état de 4 fonctionnaires de police décédés et 6 autres blessés. Le gouvernement condamne un acte criminel et lâche perpétré par des bandes armées et des groupes terroristes sécessionnistes. Sur un autre front de guerre à l'extrême nord, il y a une semaine, 300 combattants du groupe terroriste Boko Haram, lourdement armés, ont attaqué la localité de Darak, située dans le Logone Chari. Selon le ministre de la Défense, la riposte des soldats camerounais a donné lieu à de violents combats. Le bilan officiel est lourd. 16 militaires ont payé de leur vie pour défendre cette localité. 8 civils ont été tués et 64 combattants de Boko Haram neutralisés. Au-delà des condoléances du chef de l'État adressées aux familles éprouvées, la détermination du gouvernement est mise à rude épreuve pour établir la sécurité dans ces deux parties du Cameroun. La recrudescence des attaques terroristes, la multiplication des zones de conflit et foyers d'insécurité suscitent de vives inquiétudes dans la presse cette semaine. Alors que les crises prennent de l'ampleur au Cameroun, la Nouvelle Expression déplore l'immobilisme des présidents du Sénat et l'Assemblée nationale. Ce journal constate qu'ils n'ont pas toujours proposé des solutions concrètes susceptibles de changer le cours des événements. Selon le Messager, le président de l'Assemblée nationale croit dû comme fer que des acteurs tapis dans l'ombre manœuvrent pour donner un prétexte à l'intervention des puissances occidentales au Cameroun, en déclarant que le Cameroun est l'objet d'une conspiration qui vise sa déstabilisation. Le président de l'Assemblée nationale joue le fou du roi, selon le quotidien Mutation. Par contre, le journal Cameroun Tribune estime que les autorités du Parlement soutiennent le gouvernement dans ses efforts de recherche des solutions pour sortir des crises multiformes au Cameroun. Malgré ces discours, la Nouvelle Expression relève l'ampleur de la crise humanitaire. Selon ce journal, plus de 40 000 déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest vivent désormais dans la région de l'ouest. À côté de ce désastre humanitaire s'ajoute une détérioration de la situation socio-économique dans les zones en conflit et le reste du pays. L'envoi des convois humanitaires du gouvernement peut-il atténuer les effets dévastateurs de la crise anglophone? Ce contexte de crise économique aggravé par des défis sécuritaires a contraint le gouvernement à miser sur de nouveaux emprunts de l'ordre de 240 milliards de francs CFA prévus dans le projet de loi de finances rectificative en examen à l'Assemblée nationale. À travers ces modifications, il apparaît également une volonté du gouvernement d'organiser les élections régionales cette année 2019. Cet enjeu est-il une priorité au regard des tensions sociales, politiques et les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté? Le dialogue national inclusif va-t-il se tenir avant l'organisation des élections régionales au Cameroun? Le pays va-t-il se diriger vers de nouvelles élections avec des leaders politiques en prison depuis plusieurs mois? La presse internationale a relayé la témérité du MRC devant la répression de ses militants durant les récentes manifestations. Le gouvernement a démenti des arrestations ciblées, mais le quotidien Le Jour a tiré la sonnette d'alarme sur des arrestations et des maintiens en prison effectués sur la base des identifications des communautés d'origine des personnes arrêtées. Le régulateur des médias, le CNC, dénonce des incitations à la haine intercommunautaire. Comment éviter l'implosion du Cameroun? Cette Afrique en miniature qui fait face aux démons de la division de la haine. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission, bienvenue dans Droit de réponse, cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Désiré Sikati. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les augustes téléspectateurs qui nous regardent, bonjour également à ceux qui sont sur le plateau avec moi. C'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver ici pour votre émission et également de faire partager les sujets de cette émission à ceux qui nous regardent. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Également présent sur ce plateau avec nous André Luther-Meka. Bonjour André. Bonjour et bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est toujours un plaisir
de participer au débat et d'apporter des idées pour que le Cameroun soit pacifié. Et c'est aussi un débat, c'est aussi, j'allais dire, intéressant de représenter le RDPC, le parti qui lutte pour l'intégrité territoriale, le parti qui lutte pour fédérer les énergies et pour amener le Cameroun vers l'émergence. Aujourd'hui, nous sommes presque un îlot autour, n'est-ce pas, des déstabilisations, et je crois que le président de la République fait le nécessaire pour que le Cameroun soit effectivement épargné de ces secousses qui secouent l'Afrique. Les Camerounais écouteront vos arguments tout à l'heure, je précise, vous l'avez d'ailleurs indiqué, militant du mouvement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, également enseignant dans les universités et analyste politique. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau un expert des questions économiques et financières, Edmond Kuaté. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau avec moi et surtout bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Equinox. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, de répondre par l'affirmative à vos invitations. Merci pour cet honneur. Merci d'être avec nous ce dimanche. Un autre Edmond régulier sur ce plateau, éditorialiste à La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé. C'est avec plaisir que je réponds toujours présent à cette émission. Je renouvelle mes amitiés aux téléspectateurs fidèles de cette émission. Vous l'avez suivi ce week-end, un attentat à engin explosif improvisé est survenu dans la région du Sud-Ouest. Le bilan officiel fait état de 4 fonctionnaires de police tués, 6 autres blessés. Le gouvernement qui condamne des actes terroristes lâches perpétrés par les groupes armés séparatistes dans la région du Sud-Ouest. Avec vous, Edmond Kambia, nouvel attentat dans la région du Sud-Ouest avec l'entrée en scène des engins explosifs improvisés. Ce qu'il faut noter d'abord, c'est que la guerre n'est pas terminée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Là, c'est la première chose. La deuxième est que nous passons vraisemblablement à la vitesse supérieure par rapport au type d'arme qui est utilisé par des bandes armées non identifiées, présumées être des sécessionnistes. Parce que nous avons là des officiers, des policiers qui ont trouvé la mort à cause des explosifs qui ont été utilisés lors du passage de leur véhicule. Cela montre une fois de plus qu'il va falloir faire très attention dans la guerre qui est menée contre ces bandes armées, ces groupes sécessionnistes dans les régions, non seulement du Sud-Ouest, mais aussi du Nord-Ouest. Troisièmement, je dois noter que ce qui arrive dans le Sud-Ouest survient quelque temps après une controverse qui dure sur la position réelle du chef de l'État par rapport à l'ouverture d'un dialogue national inclusif. On se souvient qu'il y a eu une descente sur le terrain au cours de laquelle le Premier ministre avait clairement indiqué au nom du chef de l'État que les débats allaient s'ouvrir et qu'on allait discuter de tout sauf de la sécession. Mais par la suite, un de ses ministres, notamment le ministre de l'administration territoriale, avait indiqué dans une chaîne française que le débat ne se porterait pas du tout sur la forme de l'État. Et ça a créé une sorte de divergence. Mais plus tard, à travers une rencontre qu'a tenue le ministre des Relations extérieures avec les ambassadeurs accrédités à Yaoundé, on s'est rendu compte que finalement, la position gouvernementale n'était pas celle du Premier ministre, mais celle plutôt d'Atangandji. Pourquoi? Parce que le MINREX, qui agit au nom du chef de l'État également, a dit que le dialogue est un processus et non un événement. Cela signifie qu'il ne faut pas s'attendre à une date, à un lieu, sur une discussion quelconque où des acteurs seraient invités. Et je pense que ce qui s'est passé dans le Sud-Ouest peut être interprété d'une certaine manière comme une réponse à cette façon de voir du gouvernement par rapport à la question du dialogue. Et le gouvernement qui estime qu'au moment où il est engagé à effectuer des efforts en vue de mettre sur pied des solutions définitives à la crise anglophone, il condamne cet acte barbare et lâche mené par des groupes armés sécessionnistes, selon le communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui fait état d'un bilan de 4 fonctionnaires de police tués à la suite de cet attentat survenu dans le Sud-Ouest, un attentat à engin explosif improvisé. Avec vous, Maître Désiré Sikati, 4 fonctionnaires de police tués dans un nouvel attentat dans le chaudron de la crise anglophone. Comment vous réagissez?
Déjà, je pense qu'en tant que Camerounais, on ne peut qu'être attristé de constater que des compatriotes sont en train de mourir depuis un certain temps à cause des dérapages de la crise anglophone. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion que vous m'offrez pour témoigner tout mon sentiment de condoléances déjà aux familles des policiers qui ont été tués à la suite de cet attentat, mais également apporter mon sentiment de réconfort, voilà, aux blessés pour qu'ils se rétablissent le plus rapidement possible. De même que je voudrais témoigner à tous les autres compatriotes, c'est-à-dire même ceux qui appartiennent à des forces séparatistes, mais qui ne sont pas moins camerounais, qui perdent leur vie dans le cadre de cette crise que, d'après moi, nous pouvons régler d'une autre façon que par les armes. Vous savez, Edmond disait tout à l'heure qu'on est en train de passer vers une phase peut-être supérieure de cette crise cette crise entre les séparatistes de cette région d'Amazonie et le régime de Yaoundé. Mais en même temps, j'ai envie de dire que malheureusement, on peut avoir le sentiment que ce prétendu dialogue qui a été annoncé par le régime de Yaoundé et dont les prémices ne sont pas visibles jusqu'aujourd'hui, peut être un des éléments qui amènent ces séparatistes-là, dont certains, d'ailleurs, ont répondu favorablement à la main tendue du Premier ministre John Gouté. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit quand même qu'après un mois, après l'annonce de ce dialogue, et qu'il n'y a rien de concret qui se présente, je pense qu'on a en droit de se poser la question de savoir si l'annonce du dialogue par le régime de Yaoundé était la conséquence d'une volonté politique sincère ou bien était tout simplement la conséquence d'une esbrouffe qui consistait, vu que la communauté internationale était en train de donner le sentiment de s'impliquer dans la gestion de cette crise, dont je disais, on peut aussi se demander s'il ne s'agissait pas d'une sorte de pirouette pour jeter une certaine poudre aux yeux de la communauté internationale, parce que je dois dire que depuis que le Sénat américain s'est prononcé, le Parlement européen, que Madame le Haut-Commissaire des droits de l'homme des Nations Unies est partie du Cameroun, depuis ce temps-là, on a quand même l'impression que la crise anglophone est en train de rentrer dans une situation de veille. C'est-à-dire que le régime de Yaoundé est en train de faire croire aux Camerounais qu'en réalité, cette crise, elle est réglée. Moi, je me serais attendu qu'au lendemain de l'annonce de ce dialogue par le Premier ministre, qu'il y ait des actes concrets de décrispation, des actes concrets qui démontrent la sincérité du régime de Yaoundé quant au dialogue qui a été annoncé. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour ceux qui sont dans une posture de construction nationale, parce que la posture n'est pas forcément une posture critique, voilà, c'est une posture de construction nationale, on est quand même surpris de se rendre compte que malgré la sortie du ministre de l'administration territoriale qui s'est mis en porte-à-faux avec le Premier ministre pour donner l'impression qu'il y avait des conditions préalables par rapport à la tenue du dialogue, eh bien que non seulement ce ministre qui a contredit son Premier ministre n'a pas été démenti, mais que malheureusement, on a le sentiment que c'est la position affichée publiquement sur un média international par ce ministre de l'administration territoriale qui est la position officielle du régime de Yaoundé. Et ça pose un véritable problème parce que, voyez-vous, j'ai écouté l'autre jour, bon, c'est pas que j'ai écouté Ayoub Tabé, mais j'ai lu dans des médias crédibles que Ayoub Tabé était favorable, qui est l'un des représentants des groupes séparatistes, même si aujourd'hui on assiste à un foisonnement de groupes séparatistes, que Ayoub Tabé était favorable à la main tendue de M. John Gouté. Je ne veux pas parler de la main tendue du régime de Yaoundé parce que finalement, on ne sait pas quelle est la vraie position du régime. Donc, à la main tendue de M. John Gouté, mais je dirais quand même que lorsqu'on initie une politique de dialogue, lorsqu'on veut vraiment le dialogue, il faut que, immédiatement après l'annonce folklorique, je dirais folklorique parce qu'on a quand même vu qu'il y avait beaucoup plus de bains de foule et qu'il y a un côté de marketing politique qui voulait être donné à cet événement-là. Moi, je me serais attendu à ce que le gouvernement prenne des actes concrets de décrispation par rapport, s'engage par exemple, prononce un cessez-le-feu, quitte à voir quelle sera la réaction des groupes sécessionnistes, libère tous les prisonniers politiques. Quand je parle de tous les prisonniers politiques, parce qu'il ne faut pas rester dans le sentiment selon lequel
voilà, on peut participer à la décrispation de la crise anglophone, ou bien mettre en confiance les groupes séparatistes en libérant seulement certains leaders séparatistes qui sont détenus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres prisonniers politiques comme le professeur Kamto et tous les autres alliés. On va en parler des propositions de sortie de crise. J'aimerais que vous permettiez également aux autres de réagir sur cet attentat quand même survenu samedi dans la région du sud-ouest, là où 4 fonctionnaires de police ont été tués à la suite d'un attentat à un engin explosif improvisé. Le gouvernement qui dénonce un acte lâche. Avec vous, André Luther-Mekar, les autres panélistes qui sont intervenus tout à l'heure estiment que les prémices du dialogue tant attendu auraient pu permettre d'aller vers une désescalade. Mais là, ce nouvel attentat vient soulever la question de l'insécurité et des foyers de tension qui se multiplient. D'abord, je suis très surpris que des panélistes pensent qu'il y ait une dichotomie dans la pensée du gouvernement. Et je pense que s'il y a une parole qu'on doit prendre comme une parole du gouvernement, c'est la parole du Premier ministre qui a dit qu'on discutera de tout sauf de la sécession. Et dans le communiqué du ministre de la Communication, vous avez certainement lu que nous sommes en train d'aller inexorablement vers le dialogue. Et lorsqu'on dit que le dialogue n'est pas un événement mais un processus, c'est-à-dire que le dialogue n'est pas un fait du tapage, un fait d'annonce, où on doit scander dans tous les carrefours. Le dialogue est un processus, c'est-à-dire qu'il faudrait baliser un certain nombre d'indicateurs qui permettent que le dialogue puisse se réaliser dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire la qualité de ceux qui vont assister au dialogue, les thématiques discutées et le cadre du dialogue. Et je peux déjà vous dire que, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, les prémices du dialogue sont encore en place. Pour ceux qui sont bien informés, ils peuvent savoir qu'il y a une organisation suisse qui a essayé de rapprocher les Ambazoniens et le gouvernement, et les Ambazoniens se sont exprimés à travers les vidéoconférences. Il y a d'autres organisations internationales qui veulent effectivement venir pour jouer les médiateurs dans cette crise. J'aimerais dire que nous ne devons pas nous agripper sur les paroles, j'allais dire, qui ne sont pas divergentes, parce que il y a un certain nombre de personnes qui ont une vision par rapport, n'est-ce pas, à cette crise. Vous avez certainement suivi le président du Sénat qui demandait les partenaires à accompagner le processus. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale qui est contre l'ingérence. Vous avez suivi, n'est-ce pas, M. Ayoub Tabé qui parle, n'est-ce pas, un certain nombre de préalables. Ce sont les balises du dialogue qui sont en train de se mettre en place. C'est-à-dire que toutes les personnalités commencent déjà à proposer un certain nombre de canevas pour qu'il y ait dialogue. Mais je vais vous dire que le Cameroun est meurtri. Le Cameroun a une sorte de ras-le-bol de ces catastrophes. Je suis venu avec quelques chiffres parce qu'il est important que les Camerounais puissent savoir véritablement la substantifique moelle des conséquences que nous avons. Le rapport JICAM de juillet 2018 parle de 6 434 emplois perdus, 269 milliards de manque à gagner. Et je rappelle que dans cette crise, il y a eu 62% des pylônes de communication qui ont été vandalisés, près d'1 milliard de manque à gagner. Le Sud-Ouest a perdu sa première place de production de cacao qui partait de 45% à 32%, soit près de 43 000 tonnes, 56 milliards de perdus en valeur de recettes. Il y a plusieurs entreprises qui ont déposé le bilan. Pamol a déposé le bilan avec près de 100 milliards de pertes. Nous avons également un certain nombre d'entreprises comme la CDC qui ont perdu un certain nombre de recettes. Donc, vous comprenez que sur ce plan, il y a véritablement un problème et qu'il faille véritablement arrêter la guerre. Et vous allez constater vous-même que le gouvernement est à la défensive, c'est-à-dire qu'il y a toujours des attaques qui sont perpétrées et le gouvernement réagit à la défensive. Donc, au lieu de venir ici s'aimer la zizanie, tel a dit ceci, tel a dit cela, c'est parce que le ministre à Tangandji a dit le contraire du Premier ministre, c'est pour ça qu'il y a la guerre. Je pense que c'est une hérésie, parce que nous devons tous converger vers la paix. Et je suis en train de vous dire que les Camerounais, à l'unisson, veulent la paix et veulent un dialogue. Et le gouvernement, je peux vous le rassurer, est véritablement pour le dialogue. Mais il est clair que quand on parle de dialogue, il faut que les forces vives puissent s'intéresser
sur la qualité du dialogue. Qu'est-ce qui va se dire dans ce dialogue? Qui a droit au chapitre dans ce dialogue? Ce sont ces balises dont nous attendons des forces vives, des hommes politiques, de la société civile, pour proposer un certain nombre, n'est-ce pas, de canevas qui vont permettre... Et dans l'attente de la mise sur pied de ces balises, c'est l'impact sécuritaire, économique et social qui se fait ressentir au regard de cette crise dans les régions anglophones. Edmond Katé, aujourd'hui, c'est 4 fonctionnaires de police tués dans un attentat à engin explosif improvisé, une situation humanitaire tout aussi désastreuse selon les Nations Unies. Quel impact sur la situation socio-économique du Cameroun? Oui, Cédric Nouvelet, il est important de rappeler déjà que l'une des sources même de cette crise, elle est d'ordre économique. Parce qu'il faut savoir que les populations du nord-ouest et sud-ouest, du moins qui ont posé, n'est-ce pas, cette problématique-là, partaient du fait qu'ils ne recevaient pas proportionnellement à leur contribution, n'est-ce pas, la redistribution, n'est-ce pas, des revenus de l'État. Donc, la source est d'abord économique. Et aujourd'hui, il faut également rappeler que c'est Luther qui citait quelques chiffres, mais c'est beaucoup plus grave que cela. C'est-à-dire, sur le plan économique, la crise a suffisamment détérioré notre structure économique. Je vais prendre, par exemple, on va prendre le carré magique de Nicolas Kaldor comme champ d'analyse, parce que le carré magique de Nicolas Kaldor, il faut le dire, c'est un carré qui définit un certain nombre d'objectifs à atteindre, n'est-ce pas, pour une viabilité économique et une stabilité sociale. Si nous prenons, par exemple, seulement notre balance extérieure de paiement, il ne vous a pas échappé que depuis 2016, nous sommes sous ajustement structurel. Dû à quoi? Dû au fait qu'il a été constaté que notre taux de couverture extérieure est, par rapport à notre monnaie, a été suffisamment bas, avait atteint un seuil critique de 52% depuis 2016. Ça veut dire que nous n'étions plus à même de couvrir aisément nos transactions internationales. Et c'était dû au fait que nos devises, n'est-ce pas, dans le compte des opérations auprès du Trésor français, avaient asséché lourdement. Alors, si nous partons seulement sur ce plan-là pour dire que lorsque vous avez des entreprises comme la CDC, qui était pourvoyeuse de beaucoup de devises, à concurrence de beaucoup de milliards, qui aujourd'hui est presque en arrêt, lorsque vous prenez des entreprises comme Del Monte, qui était toujours dans le sud-ouest, qui est également en arrêt, lorsque vous prenez Pamol, qui est en arrêt, il y en a plusieurs. Et lorsque vous partez du fait, il a cité que le sud-ouest produisait plus de la moitié du cacao que nous produisons au Cameroun et qui aujourd'hui ne produit plus, du fait qu'effectivement il y a cette crise-là, ça fait également un manque à gagner en termes de devises. Il ne vous a pas également échappé que le Cameroun aujourd'hui est en train de se lancer dans des prêts. Dernièrement encore, on a dû prendre 100 millions d'euros auprès de la France. Je vous rappelle que ça, c'est pour des besoins fonctionnels. Ça, c'est suffisamment grave. Donc, il va sans dire que nous allons continuer dans cet ajustement-là et nos devises vont continuer de s'assécher. Si on prend également sur le plan local, vous allez vous rendre compte que si vous prenez le rapport de la DGRE sur l'évolution des rendements des structures opérationnelles, au niveau du sud-ouest, on a eu un manque à gagner en 2016, ça c'est au début de la crise. Au nord-ouest, on est passé en 2016 de 8014 milliards, n'est-ce pas, en termes de recettes fiscales, à 7558 milliards, soit une variation négative de moins 5,7%. Au sud-ouest, on est passé de 10 344 milliards à 8 868 milliards, soit une variation négative de 14,3%. Nous sommes encore en 2016, n'est-ce pas? Je vais dire en tout début de la crise. Ça veut dire que si vous prenez n'est-ce pas, la montée crescendo de la crise et que vous indexez cela également sur les variations négatives, on est à très loin de cela aujourd'hui. Ça veut dire que le nord-ouest et le sud-ouest ne produisent presque plus rien. En retour, le nord-ouest et le sud-ouest, il faut le dire, sont devenus des gouffres à sous. Pourquoi? Parce qu'il y a un déploiement logistique important là-bas, il y a un déploiement humain important là-bas, ne serait-ce qu'en termes de renfort des troupes, c'est important. Et il faut dire également que quand on parle de renfort de troupes, ça demande beaucoup d'argent.
Aujourd'hui, il faut constater que l'une des conséquences, c'est qu'il y a une rareté extrême des liquidités sur le marché. Tous les Camerounais qui nous regardent vont vous dire qu'il y a une rareté des liquidités sur le marché. Et à quoi cela est dû? Non, pas, oui, cela est dû à quoi? C'est dû tout simplement, ce n'est pas parce que le volume monétaire, la masse monétaire a diminué, non. Il faut savoir que le trésor public, c'est comme un fleuve qui irrigue l'ensemble, n'est-ce pas, de la nation à travers des canaux. Lorsque pour des besoins conjoncturels, on est obligé de boucher certains canaux pour ne supporter que d'autres canaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel des revenus de l'État est mis, n'est-ce pas, à contribution pour, n'est-ce pas, cette guerre-là. Ça veut dire qu'on a bouché certains canaux, c'est pour ça qu'on a l'impression que l'argent ne circule plus. Et lorsque vous regardez la qualité de notre consommation, on est à près de 90% tourné vers l'extérieur. Ça veut dire que ça entraîne une fuite de capitaux énorme. Lorsqu'on met beaucoup d'argent pour l'armée, pour soutenir cette guerre-là, il faut dire que tout ce que l'armée consomme vient à 90% de l'extérieur. Armes, munitions, tenues, même le carburant est, n'est-ce pas, tourné vers l'extérieur. Ça veut dire qu'il ne reste par exemple que dans ce déploiement monétaire-là, que 5% qui est consacré aux besoins de consommation, c'est-à-dire l'argent qu'on donne aux militaires pour acheter qui une bouteille d'eau, qui un bout de pain et tout cela. Justement, Edmond, il y a également une autre préoccupation dans le contexte économique, ce sont ces milliers d'emplois qui ont été détruits, ces Camerounais qui se retrouvent en chômage, ces petits commerces qui vivaient grâce à l'activité de ces entreprises dans le sud-ouest et le nord-ouest. Quelle est la réalité avec ces milliers de Camerounais au chômage, sans emploi aujourd'hui? Justement, quand je demandais qu'on prenne le carré magique de Nicolas Kaldor comme champ d'analyse, c'est parce que Nicolas Kaldor, lorsqu'il définit les objectifs à atteindre, il y a la croissance, il y a la balance extérieure de paiement, que je vous ai prouvé que tel que c'est parti, on est structurellement déficitaire et le déficit se creuse davantage, mais il y a également l'emploi, il y a la maîtrise de l'inflation. Donc, quand je prends point par point, lorsque vous prenez par exemple le côté de l'emploi, l'indice, n'est-ce pas, l'IDH camerounais aujourd'hui a largement chuté, c'est-à-dire l'indice de développement humain a largement chuté, et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Lui, il parle, ça c'est le rapport que le GICAM a donné, mais ça c'était quand le rapport du GICAM s'est fait lorsque la CDC était encore à 35%, n'est-ce pas, de baisse d'activité. Aujourd'hui, la CDC est presque à 5%, n'est-ce pas, de son taux de production. Ça veut dire que la CDC, qui était le deuxième employeur après l'État, a mis presque tout le monde dehors. La CDC a mis tout le monde dehors. À l'époque, quand on faisait ce rapport, Del Monte n'avait pas encore fermé. Il y avait plusieurs entreprises qui n'avaient pas encore fermé. Aujourd'hui, toutes ces entreprises-là ont fermé. La conséquence, c'est quoi? C'est que tous ceux qui vont dehors, n'est-ce pas, se déversent parce qu'ils ne peuvent pas rester sur place, parce qu'au-delà de la menace économique, il y a également la menace sécuritaire. Conséquence, tous ces gens-là sont obligés de se déverser dans d'autres régions. Il y a par exemple les statistiques de l'Ouest. Le gouverneur de l'Ouest constatait qu'il y a 45 000 âmes, n'est-ce pas, qui se sont ajoutées à l'Ouest, c'est-à-dire qui sont venus par exemple du Nord-Ouest. Et lorsque vous vous rendez compte que tous ces chômeurs-là, ils sont nombreux, lorsqu'ils se déversent dans une ville, et alors qu'on avait déjà arrêté, n'est-ce pas, l'affectation, n'est-ce pas, des ressources dans ces villes-là, lorsqu'ils se déversent dans cette ville-là, ils viennent non seulement réduire, n'est-ce pas, les revenus des familles d'accueil, premièrement, ils sont exposés à la précarité, deuxièmement, parce que ceux qui n'ont pas de famille d'accueil, on a vu un reportage, ça coule sur les réseaux sociaux, où des jeunes filles sont obligées de se donner à 200 francs, je vais dire dans un coin à Bonabéry. Ça, ce n'est qu'un exemple, ce n'est que la face visible de l'iceberg, parce que c'est encore beaucoup plus grave que cela. Aujourd'hui, si vous allez voir, n'est-ce pas, en termes de précarité, c'est énorme, c'est costaud, le chômage est devenu criard, et tout à l'heure encore, nous allons parler de l'inflation. Après vous, Edmond, j'aimerais également avoir la réaction d'Edmond Kangia sur l'impact économique et social de cette crise anglophone. Vous avez suivi les données qui ont été publiées il y a quelques années au début de la crise. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises agricoles existantes dans les régions du nord-ouest et sud-ouest sont aux arrêts, avec des milliers d'emplois détruits et bien sûr une situation humanitaire désastreuse. Edmond Kangia. Oui, je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont été si bien exposés et présentés respectivement par Luther Meka et mon homonyme Edmond Kouyaté.
Il a dit si bien également que la situation s'est aggravée davantage par rapport au premier rapport dont faisait état l'UTMK, parce qu'aujourd'hui, le JICAM n'est plus sur 260 milliards de pertes, c'est en termes de 300 milliards et poussière de pertes en CFA par rapport aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est vous dire que l'impact économique est immense. Et cela déteint même sur la situation économique du Cameroun et même sur la situation socio-politique. On voit sur le terrain la réalité. Et tout à l'heure, le copanéliste évoquait la situation à l'ouest. Les déplacés qui sont une quarantaine de milliers de personnes dans la région de l'ouest. Et ça, c'est un gouverneur qui le dit. Imaginez, si les autres gouverneurs, comme celui par exemple du littoral, donnent des chiffres exacts des déplacés, mais vous serez très surpris. Ils sont également plusieurs dizaines de milliers dans la région du littoral, parce qu'ils sont déjà nombreux. Ici même, dans le département du Vouri, ils sont plus nombreux, 2 fois plus dans la région du Mungo, qui est très frontalière des départements limitrophes du sud-ouest. Ils le sont également dans les autres départements de la région du littoral. Donc, quand on parle de 500 000 déplacés internes, cela va crescendo. Ils sont encore plus nombreux chaque jour. Parce que c'est chaque jour que les populations partent des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour les autres régions du Cameroun. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait globalement par le gouvernement, mais également par les Nations Unies, qui, il y a quelques semaines, ont tenu une réunion au Conseil de sécurité pour faire le point sur la situation humanitaire, sur la crise humanitaire au Cameroun. Parce qu'elle est réelle, elle est grave, cette crise humanitaire. Et il faut se féliciter de ce que le gouvernement a finalement compris, qu'il est important d'avoir des points focaux locaux dans le nord-ouest et du sud-ouest où les populations peuvent se rendre, où les responsables chargés du plan d'assistance humanitaire peuvent, à partir de là, rencontrer les populations dans les villes et même dans les coins reculés. Mais il faut regretter une chose. Plusieurs dizaines de milliers de nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest ne peuvent pas quitter leur cachette pour se rendre en ville où ils peuvent rencontrer les responsables humanitaires. Ces populations sont dans les forêts. Elles sont dans les forêts. Elles vivent dans des conditions les plus difficiles. La question est de savoir comment est-ce que le plan d'assistance humanitaire va pouvoir atteindre les populations qui se trouvent dans les forêts. Comment est-ce qu'elle peut le faire tant que la guerre n'est pas terminée? Parce que dans cette zone de forêt, il y a les bandes armées sécessionnistes qui règnent, qui contrôlent la situation. C'est pour cela que nous avons toujours dit sur ce plateau, il est urgent d'ouvrir le dialogue national inclusif, d'y associer toutes les parties prenantes, sans exclusion, y compris ces groupes séparatistes qui prennent la sécession, parce qu'il faut les écouter. Et je suis heureux de savoir, et ça c'est depuis quelques semaines, c'est pas depuis quelques jours seulement, que Ayoub Tabé, qui se retrouve dans l'une de nos prisons, avec son groupe, est favorable à la discussion. Il faudrait que le gouvernement saisisse des 2 bras cette offre de discussion. C'est déjà important, c'est une étape importante qu'un leader politique connu qui est en procès dise que je suis prêt à discuter. Et il a redit, il a manifesté cela lorsque Dion Ngouté est allé sur le terrain montrer la disposition du chef de l'État et du gouvernement à discuter. Donc, il n'est pas bon qu'aujourd'hui, le discours du gouvernement soit divergent. Parce qu'il est encore divergent. Parce que est-ce que c'est la position de Dion Ngouté ou celle d'Atangandi? Je disais tout à l'heure dans ma première intervention que selon une lecture que nous avons observée sur le terrain, nous constatons, lorsque le ministre chargé des Relations extérieures prend la parole, parce qu'il ne peut pas parler sans l'autorisation du chef de l'État. Et quand je l'ai écouté, et Atangandi était à sa droite, c'est exactement la position prise par le ministre de l'administration territoriale. Cela signifie que c'est la position du chef de l'État. Or, si c'est la position du chef de l'État, cela signifie qu'il y a une ambiguïté qu'il faut lever. Cela signifie que le dialogue que l'UTMK dit être en train d'être préparé n'existe pas, ne se prépare pas du tout. On ne peut pas dire que le dialogue est un processus, mais n'est pas un événement, mais tout ce que l'on voit sur le terrain concourt à démontrer que rien n'est fait pour qu'il y ait
ce dialogue-là véritablement. Parce que le dialogue ne peut être qu'un événement. Le dialogue national inclusif ne peut être qu'un événement. Et je l'ai dit tantôt. S'il est attendu, s'il doit se dérouler, ça doit donc être un événement. Ça doit être une rencontre qui est connue par toutes les parties prenantes. Et dans l'attente de ce dialogue inclusif, il y a la situation humanitaire qui se détériore, situation économique particulièrement difficile au-delà des régions anglophones. Avec vous, Maître Désiré Sikati, comment appréciez-vous la gestion de cette crise humanitaire et de cette situation sociale et économique de ces milliers de Camerounais ayant perdu leur vie, qui se retrouvent dans les autres régions du Cameroun à la recherche d'un mieux-être, d'un endroit plus sécurisé pour pouvoir répondre à leurs besoins vitaux? Mais déjà, il faudrait se rappeler qu'en général, lorsque un pays connaît une crise sécuritaire, comme celle que connaissent les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on assiste toujours à un déplacement des populations. Ça se voit d'ailleurs, ça s'est vu dans d'autres pays comme le Congo. Donc malheureusement aujourd'hui, malgré ce plan d'urgence humanitaire, je dois avouer qu'il n'est pas possible de savoir avec exactitude le nombre de déplacés, que ce soit sur le plan national ou bien des personnes qui partent à l'étranger. Parce que figurez-vous que dans aucune des villes du Cameroun, il n'existait un bureau d'enregistrement des déplacés. De sorte que lorsque le gouverneur de la région de l'Ouest parle d'un peu plus de 40 000 personnes qui seraient parties du Nord-Ouest pour la région de l'Ouest, je pense que ça, ce sont des données qui ne reposent sur aucune documentation. Parce que, voyez-vous, quand vous arrivez aujourd'hui à l'Ouest, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui viennent des régions anglophones, qui sont installées dans toutes les villes et même tous les villages de l'Ouest. Et ces personnes-là, quand elles arrivent, elles ne s'adressent pas aux autorités administratives pour se faire identifier. Donc, à mon avis, je pense que le nombre de 40 000 est nettement en deçà du nombre réel de personnes. Bon, en même temps aussi, aujourd'hui on voit très bien qu'il y a un boom de déplacés anglophones dans la ville de Douala. Ça se voit dans tous les quartiers. Et sur ce cas-ci, reconnaissons que les autorités administratives n'en parlent pas du tout. Donc, on est face à un processus de désastre humanitaire qui va certainement entraîner d'autres conséquences. Et ces conséquences-là ne sont pas moins des risques sécuritaires. Parce que quand vous avez des gens qui partent de leurs régions respectives pour venir s'installer dans d'autres régions, mais à un certain moment, on va avoir des problèmes de sécurité. On va avoir des problèmes de cohabitation. On va avoir des litiges fonciers qui vont naître. Et quand je parle de problème, et même les problèmes d'emploi, mais vous avez une partie de Camerounais qui se déplacent sur d'autres parties de leur pays, mais qui se retrouvent en train de vivoter. Tout à l'heure, M. Edmond Kouyaté parlait de ces jeunes filles qui se retrouvent en train de faire de la prostitution en vendant leur corps à 200 francs. Mais il n'y a pas qu'à Bonabéry que ce phénomène est visible. C'est un phénomène qui est vécu partout, dans tous les coins chauds de Douala, encore que les autorités administratives ont décidé de faire de tous les quartiers des foyers de jouissance, des foyers, je dirais même de prostitution. Parce que quand vous avez des établissements, des bars, des ventes à porter, des cabarets, des snacks qui s'installent partout, sans aucune discrimination, ça veut dire tout simplement qu'il y a d'ailleurs les conditions pour faire en sorte que ces personnes viennent se retrouver dans une situation de sous-emploi et de déshumanisation. Alors, je pense que le plan d'urgence humanitaire est certes une initiative louable, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on pense que ce serait une panacée, c'est-à-dire que le plan d'urgence humanitaire va régler la crise anglophone. Le gouvernement s'est félicité de l'envoi d'un convoi humanitaire dans les régions anglophones pour répondre aux préoccupations des populations. Cela est-il suffisant selon vous? Non, ça ne peut pas être suffisant parce que déjà, je ne suis pas sûr que les bénéficiaires de ce plan d'urgence humanitaire représentent 10% des populations anglophones qui sont aujourd'hui dans le besoin d'assistance. Parce que vous avez un nombre important qui n'est plus installé. Lorsqu'on vous parle parce que j'ai vu les chiffres, il y a plusieurs organisations internationales et même nationales, comme le REDAC, comme Monde à venir, qui vous disent qu'aujourd'hui, on se retrouve, il y a un mois d'ailleurs, on parlait d'un peu plus de 550 000 déplacés internes.
Je pense qu'un mois après, on doit être dans des chiffres qui doivent un peu aller au-delà de 600 000. Et là, ce sont encore des chiffres indicatifs parce qu'il n'y a pas un bureau d'enregistrement des déplacés. À côté de ça, parce que vous en avez certains qui ne viennent pas à Douala, qui ne restent pas spécifiquement à l'ouest, vous en avez d'autres qui vont jusqu'à Yaoundé. Est-ce qu'on nous dit quel est le chiffre de ces déplacés sur des villes comme Yaoundé? On ne nous dit rien du tout. Donc, il faudrait que nous comprenions que le plan d'urgence humanitaire ne peut pas être une solution. C'est peut-être un moyen qui consiste pour le régime de Yaoundé à donner aux populations sinistrées le sentiment de ne pas être abandonnées, mais ce n'est pas la solution. Il n'y a pas une autre solution que le dialogue. Et quand j'écoute M. Meka, qui représente le RDP sur ce plateau, parler de ce dialogue comme un processus, mais j'ai l'impression que c'est un processus qui va arriver à maturité lorsque Mathusalem aura aussi atteint son âge majeur. Mais il faut être concret. On ne peut pas être dans une crise comme celle-là qui nécessite des solutions urgentes et spontanées, et quand on vient nous parler, nous dit que le dialogue c'est un processus. Mais un processus, il commence quand et qui se termine quand? Mais comment peut-on expliquer jusqu'aujourd'hui? On vous fait savoir qu'il y a des organisations suisses qui sont très impliquées dans la gestion des crises dans le monde, qui sont approchées du régime de Yaoundé, mais en même temps on vous dit que le régime est en train d'étudier. Mais il faut pas être naïf. En général, lorsque on annonce le règlement d'une crise sécuritaire comme celle-là, pas un dialogue, parce que, voyez-vous, quelle que soit la force de l'armée camerounaise, qui est incontestable, lorsque vous vous retrouvez devant des mouvements, des groupuscules armés disparates, qui n'obéissent pas forcément à une seule unité de commandement, mais la conséquence, c'est que, même si l'armée, malgré toute sa bonne volonté, malgré sa capacité, mais une armée, pour éradiquer une guérilla, ça prend combien d'années? Regardez la Colombie. Mais regardez la Colombie, à la fin, aujourd'hui, la guérilla colombienne n'existe plus. Pas parce que l'armée colombienne, qui était subventionnée par les États-Unis et qui était très forte, a anéanti militairement les forces, les FARC, mais tout simplement parce qu'à un certain moment, le gouvernement colombien s'est dit, quelle est cette guerre qui dure 30 ans? Ils ont décidé d'aller autour d'une table, ils ont négocié sous les auspices de certaines organisations internationales qui les ont aidés à parvenir à une solution négociée. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a l'appel là-bas. Donc, je pense que nous devons nous inspirer de ces exemples-là. Quand je regarde l'attitude du gouvernement, moi, j'ai plutôt l'impression que on est en train de ménager le bâton et la carotte ou bien souffler le chaud et le froid. Et le président de l'Assemblée nationale a indiqué que le Cameroun fait l'objet d'une conspiration de la part des puissances étrangères qui souhaitent s'en gérer dans les affaires internes du Cameroun. Comment vous appréciez cette sortie d'une autorité du Parlement? Ben vous savez, le président de l'Assemblée nationale nous a habitués un peu à des sorties tonitruantes. Je me souviens, à un moment, il avait dit que les souteneurs de Boko Haram sont parmi nous. Mais depuis lors, on n'a jamais vu les suites de son propos. Donc, il est un peu habitué à ça. Mais seulement, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'ingérence étrangère. Il faut déjà être capable de justifier que les mesures internes idoines ont été prises à telle enseigne qu'une ingérence étrangère ne se justifie plus. Parce que si l'on veut faire croire aux Camerounais que l'ingérence serait un premier cas, ou bien qu'on serait devant le premier cas d'ingérence s'agissant du Cameroun. Moi, je dirais non. Le Cameroun est engagé dans un certain nombre de conventions internationales. Il y a des engagements internationaux dont le Cameroun sait très bien que les crises sécuritaires graves constituent une exception au principe de la souveraineté de l'État. C'est-à-dire, lorsque vous vous retrouvez dans une situation où les gens sont en train de mourir, sont en train de souffrir, où il y a, comme on le voit très bien, des déplacés partout, eh bien, la communauté internationale peut intervenir. Donc moi, le sentiment que je voudrais développer ici, c'est que nous devons nous-mêmes commencer à montrer notre preuve de bonne volonté. Il faut qu'il y ait des actes concrets. Par exemple, moi je m'étonne, jusqu'aujourd'hui, on nous dit, c'est le représentant du RDPC qui nous donne le sentiment que l'État est en train de faire un casting pour sélectionner les médiateurs. Parce qu'il a dit ça de façon implicite. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte, mais il dit qu'il y a des organisations qui viennent vers le régime de Yaoundé, le régime est en train de les observer et les sélectionner. Mais moi, je pense qu'un dialogue politique, ça ne serait pas, surtout pas un dialogue qui tend à mettre fin à une crise sécuritaire ou bien à une crise qui est liée. Et dans l'attente de ce dialogue, il y a une ONG norvégienne installée au Cameroun qui estime que la crise humanitaire est désormais la plus négligée dans le monde, interpellant la communauté internationale. Avec vous, André Luther Meka, le Cameroun désormais au centre de l'attention de la communauté internationale, regarde de sa gestion de la crise humanitaire, son impact économique, et plusieurs panélistes ici sur ce plateau ont le sentiment que le gouvernement traîne les pieds
à aller vers des solutions concrètes et durables pour résoudre cette crise? D'abord, je voudrais rappeler aux Camerounais de faire attention à la surenchère verbale, parce que lorsque vous allez additionner tous ces chiffres-là, vous allez constater que ces chiffres-là ne donnent pas 3,5 millions d'habitants pour le nord-ouest et le sud-ouest, qui représentent 16%. Vous allez remarquer, si vous prenez tous ces chiffres, que cela va au-delà de 3,5 millions d'habitants qui constituent les habitants du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, il faut faire attention à la manipulation et à la spectacularisation, parce qu'effectivement, il y a des chiffres. Ce que j'aimerais dire effectivement, c'est que, comme vous pouvez le constater, je pense que le très honorable Cavalier Yégué Djibril est un nationaliste. Et le préalable pour la souveraineté de l'État, pour le droit à disposer d'eux-mêmes un État, c'est effectivement la non-ingérence dans un pays, parce qu'il faut une souveraineté. Et je l'ai martelé, nous constatons que ceux qui prennent la parole, qui sont les mondialiseurs, et nous sommes les mondialisés, s'expriment de façon véritablement malséante. J'allais dire d'une façon, qui n'est pas polie, pour utiliser des euphémismes. Et il faudrait que les Africains aient ce sursaut d'orgueil de pouvoir respecter et sauvegarder l'intégrité morale et même physique, n'est-ce pas, de l'État et sa souveraineté. Je voudrais également dire que beaucoup de gens ont voulu démontrer que l'État est resté inerte face à la crise anglophone. J'aimerais d'abord vous informer qu'il y a eu des instructions fermes, que tous les élèves qui viennent, n'est-ce pas, de la zone anglophone soient inscrits dans les lycées sans dossier d'inscription. C'est-à-dire que c'était effectivement express. J'aimerais également vous indiquer qu'il y a eu le plan humanitaire de 12 milliards qui a été instauré par le chef de l'État et qui a déjà distribué un certain nombre, n'est-ce pas, de denrées alimentaires et de produits de première nécessité à près de 15 000 familles, si mes chiffres sont exacts. J'aimerais également vous informer que le gouvernement a mis sur pied en 2014 ce qu'on appelle le plan d'urgence pour le développement de la patrie septentrionale, avec un chiffre de 78,8 milliards de francs CFA. Cher monsieur, je voudrais vous informer que au moment où nous parlons, depuis que la crise a commencé, le gouvernement est en train de mettre sur pied le plan de restructuration et de développement de la zone anglophone, avec un certain nombre d'indicateurs. Le premier indicateur, c'est la réhabilitation de toutes les infrastructures. Le deuxième indicateur, c'est de mettre en place des incitations fiscales dans les entreprises et accélérer les projets d'envergure. D'autres projets, le projet de port en eau profonde de Limbé de 400 milliards, le yacht pétrolier de Limbé. Ce projet de construction d'un port de Limbé, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années que le gouvernement en parle, que le projet est à chaque fois remis au devant de la scène. Et on a le sentiment qu'il y a un agenda politique au moment où le gouvernement ressuscite ce projet lors d'un récent conseil de cabinet. Ce moment coïncide avec l'aggravation de la crise anglophone et les plaintes des populations par rapport à une sorte d'abandon sur le plan de la stratégie de développement économique et d'aménagement du territoire camerounais. Je peux être d'accord avec vous s'il n'y avait pas eu des aléas de crise. Vous savez très bien que nous connaissons une crise au niveau du Nord Cameroun et une crise anglophone, et nous avons eu effectivement des assauts au niveau de l'Est. Cela a effectivement affaibli la trésorerie nationale. Et je suis d'accord que même si on dit que nous sommes fautifs sur un certain nombre de méthodes, et ça c'est à voir, je suis d'accord qu'il y a une méthode d'encerclement. Une méthode d'encerclement qui essaie, n'est-ce pas, d'étouffer le Cameroun à travers la multiplicité des crises, et pour effectivement pouvoir essorer la trésorerie et nous asphyxier. Donc, j'étais en train de vous dire que ces projets sont en train d'être mis sur pied avec le barrage de Mentchoum de 215 milliards. Donc, voilà un certain nombre de mesures qui sont en train d'être prises pour qu'on puisse, n'est-ce pas, relever ces parties anglophones et septentrionales qui, effectivement, participent de la vie économique du Cameroun. Ce que moi, j'aimerais dire, au-delà des incriminations et des défenses, ce que moi j'aimerais dire, c'est pour paraphraser le président Paul Biya, à savoir, est-ce que le Cameroun se fera avec le nord-ouest et le sud-ouest? Je réponds oui. À travers quoi? À travers, n'est-ce pas, le dialogue, mais également à travers la volonté des Ambazoniens de pouvoir libérer le Cameroun et de pouvoir s'asseoir sur la table de négociation pour que la paix revienne au Cameroun. Beaucoup de gens
peuvent penser que les Camerounais sont fiers. Non, les Camerounais sont fatigués. Et j'ai eu des milliers de Camerounais qui m'ont appelé de partout dans le monde, qui viennent au Cameroun et qui n'arrivent pas à aller dans la cité balnéaire à Limbe, qui n'arrivent pas à aller à Down Beach pour manger du bon poisson. Ils disent, cher monsieur, déposez les armes et allons au dialogue. Donc je prie monsieur Tsikati, vraiment, qui est toujours en train de jeter le trouble dans le discours, d'aller vers des propositions constructives qui permettent qu'il y ait véritablement la paix. Et je peux vous dire, je vais conclure là-dessus. Je vais conclure là-dessus. Moi, je suis un militant du RDPC et quelqu'un qui connaît ce que c'est que l'administration. Quand le Premier ministre a parlé, quand le porte-parole du gouvernement a parlé sur le dialogue, je crois que c'est la feuille de route. Ça veut dire qu'il y aura dialogue. Maintenant, si vous voulez, pour alimenter la haine, alimenter les confusions, vous pouvez faire des discours discordants. Mais moi, je sais que le Premier ministre chef du gouvernement a dit qu'il y aura dialogue. Le porte-parole du gouvernement a dit qu'il y aura dialogue. Alors, travaillons vers le dialogue pour qu'il y ait la construction, s'il vous plaît, monsieur. Au-delà de ce discours, il y a 2 crises sécuritaires importantes que vit le Cameroun à l'heure actuelle. En l'espace d'une semaine, 2 attentats terroristes qui illustrent la situation sécuritaire du Cameroun. L'un au sud-ouest ce week-end et il y a une semaine à l'extrême nord, dans la localité de Darak, là où 300 combattants de Boko Haram lourdement armés ont attaqué cette localité située dans le Logone Chari. Près de 16 morts côté soldats camerounais, 64 combattants de Boko Haram neutralisés, 8 civils tués. André Luther Meka, le Cameroun peut-il tenir face à ces multiples fronts de guerre à l'extrême nord, dans les régions anglophones et les velléités de banditisme transfrontalier à l'est du pays? Le Cameroun tiendra parce que les Camerounais le voudront. Parce que ce n'est pas une affaire du Cameroun, c'est une affaire des Camerounais. Et j'en appelle, n'est-ce pas, au patriotisme, au nationalisme des Camerounais de pouvoir sauver le Cameroun. Parce que, effectivement, c'est un effet de mode. Toute l'Afrique est déstabilisée. Toute l'Afrique, vous allez constater qu'en Afrique aujourd'hui, il y a les sécessions qui naissent, il y a les néo-présidents, les présidents élus qui naissent. Tout cela est une méthode pour fragiliser l'Afrique et pour qu'il y ait un cheval de Troie, pour que les Occidentaux et certaines puissances puissent, n'est-ce pas, pouvoir piller l'Afrique. Donc moi, je lance un appel à tous les Camerounais de pouvoir entrer dans le nationalisme pour tenir. Parce que si on fait d'un côté l'État, et d'un autre côté les Camerounais, je crois que les pêcheurs en eau trouble qui certainement se retrouvent ici dans ce plateau vont avoir du grand amour. Donc il faudrait appeler véritablement à la solidarité des Camerounais. Face aux multiples crises socio-politiques, le gouvernement mise sur des projets économiques dont il dit qu'ils sont en cours d'élaboration et d'implémentation. Edmond Katé, sur ces projets annoncés par le gouvernement depuis de nombreuses années pour répondre aux préoccupations socio-économiques à la fois dans les régions anglophones, mais également à l'extrême nord du Cameroun, une autre zone meurtrie par la lutte contre Boko Haram. Comment appréciez-vous la stratégie du gouvernement au-delà de l'aspect sécuritaire? Non, il faut dire que cette crise trouve déjà que nos choix économiques, nos orientations économiques ne sont pas les bonnes. On a l'impression qu'on fait un peu des choses dans l'improvisation et dans l'impréparation. Je voudrais dire à mon ami André Luther que, avant de parler du port en eau profonde de Limbe, il faudrait qu'on nous explique qu'est-ce qui a motivé le choix du gouvernement, par exemple, à se précipiter à faire un port à Kribi, qui aujourd'hui est inopérant. De manière stratégique, le port en eau profonde de Kribi va être inopérant parce que le Kribi n'étant ni un pôle industriel, ni un pôle commercial, il faudrait qu'on nous justifie qu'est-ce qui a motivé l'implantation d'un port là-bas sans penser à la mise en place des infrastructures connexes pour son exploitation. Expliquez-moi comment vous allez décharger des conteneurs à Kribi par exemple et les acheminer à Douala. Vous n'avez pas une route conséquente, vous n'avez pas de chemin de fer. Vous allez faire comment? Quel est l'opérateur économique qui va accepter aujourd'hui qu'on aille décharger ces conteneurs à Kribi et qu'ils doivent encore, au risque même de perdre son conteneur sur la route, payer
800 000 francs ou 500 000 francs par là pour acheminer son conteneur à Douala. Ça ne s'explique pas. Par contre, on n'a pas non plus développé des activités de carottage qui voudraient qu'il y ait, n'est-ce pas, une route navigable, une voie navigable entre Kribi et Douala pour faire, par exemple, des activités de carottage par petit bateau. Il n'y en a pas. Donc, aujourd'hui, le port de Kribi est inopérant. Maintenant, ce qui avait été demandé à l'époque, c'était de construire un port à Limbé qui est juxtaposé au port de Douala et qui devrait tout simplement optimiser, désengorger le port de Douala et permettre maintenant de créer un bassin industriel entre justement Limbé et Douala. Aujourd'hui, on a l'impression que tout se passe un peu de manière politicienne. Ce que je veux dire, c'est que cette crise-là a également aujourd'hui le mérite ou alors, n'est-ce pas, de fragiliser considérablement le petit outil de production que nous avions localement. Vous allez voir que sur le marché, par exemple, il y a plusieurs produits qui vont prendre du prix, tout simplement parce qu'il faut savoir que le Sud-Ouest était un bassin agricole important. Le Nord-Ouest également. Donc, beaucoup de produits partaient du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour alimenter l'ensemble du pays. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Lorsque vous parlez, par exemple, vous avez tout à l'heure parlé du chômage. Il faut savoir qu'on était déjà à quoi? À 13%. Ça, c'est les statistiques biaisées. À 13% de taux de chômage au Cameroun. Et avec 70% de sous-emploi, passé à 80% de sous-emploi. Et nous sommes à une économie avec l'effondrement du secteur réel, on était à 90% du secteur informel de notre économie. Comment vous expliquer aujourd'hui, avec tout ce que nous avons développé, les chiffres que nous avons donnés, le deuxième gros employeur de l'État ayant mis la clé sous le paillasson, qui est la CDC. Vous pouvez, les statisticiens aujourd'hui doivent nous donner les chiffres réels du chômage. Et ça va créer quoi? Ça va créer la surchauffe dans les grandes métropoles, Douala, Yaoundé. Il va y avoir une surchauffe terrible. Si elle n'est pas maîtrisée, ça va créer une déflagration sociale comme celle que nous avons eue dans les années 2008. Nous ne le souhaitons pas. C'est pour ça que nous demandons à tous les experts de la polémologie et de l'ironologie, n'est-ce pas, de se pencher véritablement sur cette question-là pour que des solutions... Est-ce qu'il y a des stratégies gouvernementales? Est-ce que vous les percevez à travers les multiples sorties du gouvernement pour répondre à ces préoccupations sociales qui sont des conséquences immédiates et conséquences lointaines de la crise anglophone? Je veux dire, les initiatives du gouvernement nous paraissent beaucoup plus conjoncturelles que structurelles. La crise anglophone, c'est une crise structurelle, il faut le dire. On ne répond pas aux crises structurelles par des mesures improvisées. Ça ne se fait pas. Il faut structurer une réponse et l'apporter. L'une des solutions qui a été préconisée, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est aller au fond du problème. C'est-à-dire, c'est demander aux gens véritablement, votre problème, c'est quoi? C'est au sortir de ce dialogue-là qu'on va structurer une solution qu'on va appliquer de manière définitive pour résoudre le problème. Mettre en place un plan d'urgence humanitaire, encore que je peux vous dire que ce plan d'urgence humanitaire, ça n'atteint même pas 5%, parce que quand vous dites, vous êtes allé faire des dons de matelas, et je ne sais pas quoi, au nord-ouest, ça, vous trouvez quelques personnes qui ont eu le courage de rester sur place. Qu'est-ce que vous faites de tous ceux qui se sont déversés ça et là? Je vous ai parlé des jeunes filles qui vendent leur corps à 200 francs. C'est parce qu'elles n'ont pas de solution. C'est parce qu'elles n'ont même pas où dormir. Elles sont, n'est-ce pas, dans une chambre à 5 à 10, dans une petite chambrette de 2 mètres carrés, à 5 à 10, qu'elles payent à 2000 francs la nuit. Elles doivent vendre leur corps à 200 francs pour pouvoir répondre. Donc, c'est quand même... Et je vous ai dit ça, ce n'est que la face cachée, la face visible de l'iceberg. Si vous entrez, si vous faites un travail de sociologie important, vous allez vous rendre compte de la précarité et de la promiscuité dans nos villes qui se développe dans nos villes et qui va crescendo du fait de cette crise-là. C'est quand même assez important. Et pour éviter cette bombe sociale, le gouvernement a insisté dans son communiqué relatant les circonstances de l'attentat survenu dans le sud-ouest, au moment où, sous la très haute impulsion du chef de l'État, des efforts accrus sont résolument engagés en vue d'un dialogue inclusif. Le gouvernement condamne cet attentat qui est un acte lâche et barbare. Ce sont les propos du ministre de la Communication qui note que le gouvernement est engagé dans des efforts en vue d'un dialogue inclusif. Avec vous, Edmond Kamgia, est-ce que c'est un pas lorsque de tels propos sont tenus au moment où un attentat survient dans la région du Sud-Ouest?
quand j'écoute le discours, le propos du ministre de la Communication, je crois qu'il a bien compris. Tout à l'heure, je disais dans l'une de mes interventions que ce qui s'est passé au Sud-Ouest peut être interprété comme une réponse à l'ambiguïté du discours du chef de l'État sur le terrain, tel que présenté par le Premier ministre et son ministre de l'administration territoriale. Vous voyez donc que quand le porte-parole du gouvernement réagit, et pour la première fois, précise, il ne parle pas seulement d'un dialogue, il dit dialogue inclusif. C'est une évolution dans le concept, dans l'utilisation du concept même. Et il faut le dire, j'ai dit il a compris parce qu'il répond à la réponse. Il répond à la réponse de ceux qui ont probablement déposé l'explosif qui a assassiné des policiers sur le terrain. Cela signifie que le gouvernement, visiblement, est conscient de la réalité de la guerre sur le terrain. Mais il s'agit, au-delà de la prise de conscience, de trouver les meilleures solutions pour éradiquer le problème. Et la solution, depuis 3 ans, ou depuis plus de 2 ans, nous pouvons tous le constater, ne peut pas être exclusivement militaire. Parce que si la réponse était militaire, comme l'avaient dit certains analystes sur certains plateaux de télévision, qui disaient que l'armée va écraser rapidement ces sécessionnistes et on n'en parlera plus à moins de 2 semaines. Mais nous sommes à 3 ans. Et peut-être que si on n'utilise que la méthode répressive de l'armée, on ne sortira jamais de la guerre. C'est pour cela que je suis heureux de ce que le gouvernement commence à parler d'un dialogue inclusif. Mais il ne suffit pas d'en parler. Il faut être sincère. Il faut être sincère en utilisant le concept, les termes. Et je souhaite que le dialogue inclusif dont vient de parler le ministre de la Communication soit le début de ce que j'appelle l'événement, pour utiliser le terme du ministre des Relations extérieures. Il disait qu'il n'y a pas d'événement. Mais je comprends. Je suis en train de percevoir que le ministre de la Communication, quand il parle de dialogue inclusif, cela signifie qu'au fond de lui, c'est qu'il y aura un événement. C'est pour cela qu'il faudrait que l'on sorte de cette dichotomie, qu'on sorte de cette discordance dans l'utilisation des termes au sein du gouvernement. Il faut que le gouvernement parle d'une seule voix. Si c'est le porte-parole, qu'on sache que c'est le porte-parole qui doit parler au nom du gouvernement. Et ce dialogue inclusif va-t-il se tenir avant les élections régionales 2019 ? Le gouvernement a manifesté sa volonté d'organiser ces élections dans les motifs exprimés pour la modification de la loi de finances 2019, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi de finances 2019 est en examen à l'Assemblée nationale. Le gouvernement souhaite porter le budget à 5 212 milliards de francs CFA et prévoit l'organisation des régionales et la mise en place des régions. Comment vous appréciez la démarche, Maître Désiré Sikati, le fait que le gouvernement décide de modifier la loi des finances 2019 et parmi les objectifs fixés pour les 6 prochains mois, il y a l'organisation des élections régionales. Mais déjà, M. Noufélé, je voudrais que vous me permettiez de dire 2 petites choses à la suite du propos de M. Meka. Je pense qu'en situation de crise, il faut être concret. Être concret, ça veut dire il faut, dans le cadre d'un dialogue qu'on a annoncé, prendre des décisions qui correspondent effectivement à ce qu'on a dit. Il ne faut pas rester dans les projets. Parce qu'en situation de crise, on est en urgence. C'est-à-dire, il y a l'urgence économique, il y a l'urgence sécuritaire, il y a l'urgence humanitaire. Parce que lorsqu'on vient nous dire que pour régler la crise anglophone, on va construire le port de Limbe, construire les hôpitaux, construire les écoles, redéployer l'administration, moi je ne vois pas où est la garantie de faisabilité de tout cela dans des régions qui sont quand même pratiquement en guerre et où rien n'est possible. Donc il faut être réaliste. Et c'est ce genre de discours qui donne l'impression à beaucoup de gens qui nous regardent à nourrir un certain scepticisme sur la volonté réelle des pouvoirs publics à régler cette crise par ce dialogue-là. Donc, il faut que les gens comprennent que le degré de patriotisme que M. Luther Meka a chez lui, là, c'est le même, peut-être j'en ai même plus que lui. Mais je voudrais simplement que ceux qui prennent des décisions pour le devenir de ce pays prennent des décisions concrètes, des décisions qui feront en sorte que le pays aille de l'avant. Il ne faut pas qu'on vienne dans des médias faire ce que j'appellerais l'esbrouf, c'est-à-dire jeter de la poudre aux yeux des Camerounais alors que ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas de ce dont on a besoin. On a besoin, le Camerounais qui soit francophone ou anglophone, il voudrait, personne ne veut que ce pays soit divisé.
alors je pense que les vrais marchands de la division sont ceux qui prennent un discours différent de ce qu'ils viennent, ou bien qui posent des actes différents du discours qu'ils tiennent. Maintenant, pour revenir à la modification de la loi de finances, il me semble que le président avait déjà donné les prémices de cette initiative par l'ordonnance du 29 mai 2019, cette ordonnance qui a modifié la loi de finances. Mais quand je lis, et je regarde même le contexte de l'adoption de cette ordonnance, parce que c'est pas la loi de finances rectificative, le projet de loi qui a été soumis directement au Parlement, il y a d'abord cette ordonnance. Moi, je me suis posé la question de savoir comment ça se fait que dans un pays où on a une constitution qui prévoit que le vote du budget est du domaine de la loi, c'est-à-dire du domaine du Parlement, qu'on se retrouve dans un cas de figure où le président de la République prend une ordonnance pour entrer dans le domaine des compétences du Parlement. La Constitution est claire. La Constitution a prévu que le président ne peut prendre des ordonnances que sous la condition qu'il y ait une loi d'habilitation. Une loi d'habilitation du Parlement qui autorise le président de la République à rentrer dans son domaine de compétences. Ce qu'on a constaté, c'est que le président de la République a pris une ordonnance pour modifier la loi des finances. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de soumettre un projet de collectif budgétaire, ce qu'on appelle encore, les experts en finances publiques appellent ça les lois de finances rectificatives. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas plus simple de soumettre un projet de collectif budgétaire au Parlement lors de sa session de mars, afin que l'Assemblée nationale, qui est quand même le garant de l'exécution du budget, se retrouve dans une situation de contrôle de l'opportunité de cette modification gouvernementale-là. Parce que l'impression que j'ai, vous avez parlé tout à l'heure de loi, mais j'ai lu, je n'ai pas accès aux documents de l'Assemblée nationale, encore moins du Sénat, mais j'ai lu dans certains médias qu'il était plutôt question d'une loi de ratification. Exactement, c'est un projet de loi de ratification de l'ordonnance modifiant la loi des finances 2019. Voilà, donc en fait, on est en train de mettre le Parlement camerounais devant un fait accompli. Moi, je pense que si nous voulons vraiment parler de l'égalité dans ce pays, il faut que ceux mêmes qui nous dirigent respectent déjà les textes de la Constitution qu'ils ont fait voter en général par un Parlement à dominante des représentants de leur propre parti politique. Aujourd'hui, vous avez, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, ces deux chambres sont constituées en grande majorité de représentants du RDPC. Et on sait très bien que ce sont des chambres d'enregistrement. Donc, même sur le simple fait, le principe du respect d'une certaine procédure, il faudrait quand même soumettre le texte, respecter la procédure constitutionnelle, même si on sait qu'à la fin, le résultat sera le même. Parce que moi j'ai un problème. Ce n'est même pas un chevauchement de compétences. Il s'agit d'une usurpation de compétences. Cette ordonnance est une violation de la Constitution. Bon, certainement, les députés et les sénateurs vont se comporter comme si de rien n'était. Mais je dis, à ce rythme-là, on est en train de, je dirais, de consacrer l'illégalité dans notre pays. Dans les usages, le président de la République a souvent pris de telles ordonnances pour modifier les lois de finances au Cameroun. André Lupermeca, vous venez de suivre les exceptions que soulève Maître Désiré Sikati sur la méthode du gouvernement qui aurait pu d'abord, au préalable, soumettre les modifications de la loi des finances 2019 aux députés et aux sénateurs afin qu'ils jugent de l'opportunité des modifications avant de promouvoir, avant d'adopter et de promulguer une loi modifiant la loi des finances 2019. D'abord, j'aimerais dire que je comprends que Maître Sikati ne me comprenne pas sur les solutions que je donne par rapport, que le gouvernement est en train de prendre par rapport à la crise anglophone. Parce qu'il y a les solutions à moyen, long, à moyen, court et long terme. Et dans le management, il y a ce qu'on appelle les décisions occasionnelles et les décisions programmatiques. Quand on parle des décisions programmatiques, c'est-à-dire qu'on programme à long terme. Et vous allez voir que dans la crise anglophone, il y a deux volets. Il y a le volet social, il y a le volet économique. Sur le plan économique, il y a un certain nombre de réhabilitations des entreprises, d'incitations à la fiscalité qui sont mises sur pied pour pouvoir rebooster l'économie. Et le cadre social est fait à l'immédiat à travers le plan humanitaire. Il faut que cela se comprenne, il ne faut pas jeter la confusion. Par rapport à ce que vous dites, je ne voudrais pas entrer dans le juridisme qui est le fort, n'est-ce pas, du parti des avocats. Mais mon problème, c'est que je vais dans le fond. À quoi sert cette loi?
C'est pour permettre à ce que un certain nombre de devises soient engrangées pour pouvoir booster, n'est-ce pas, l'économie et pouvoir réduire, n'est-ce pas, le train de vie de l'État. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit et c'est important pour moi que cela puisse être mis sur pied pour démontrer effectivement que le gouvernement est résolu à pouvoir, n'est-ce pas, redresser le niveau de vie de l'État et pouvoir, n'est-ce pas, arriver à terme à ces projets. Voilà ce que moi je peux dire. Alors, est-ce que cette modification, ce projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi des finances reflète la volonté du gouvernement d'aller vers une résolution des multiples crises au Cameroun? Maître Désiré Sikati, avez-vous ce sentiment lorsque vous parcourez les motifs, l'exposé des motifs de ce projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi des finances? Déjà, il faudrait rappeler à l'attention de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent qu'avec l'ordonnance de M. le Président de la République, de M. Biya, la loi des finances passe de 4 850 milliards à 5 212 milliards. Ça veut dire que le budget va augmenter. Et si le budget augmente, il faudrait que les gens comprennent qu'on ne peut avoir un budget, on ne peut exécuter un budget que dans la mesure où les citoyens camerounais ont payé l'impôt. Donc ça veut dire qu'il y a un supplément qui va leur être exigé. Le contribuable camerounais va payer davantage pour que ce gap que le régime de Yaoundé a trouvé au moment de l'exécution de la loi de finances, que ce gap-là soit comblé. En même temps, il faudrait se souvenir que en réalité, ce n'est pas la loi de finances qui va créer les devises. Cette loi-là, cette augmentation budgétaire, va tout simplement créer une pression fiscale. Pression fiscale parce que les contribuables camerounais vont davantage payer. Et quand vous lisez l'ordonnance qui a été prise, l'ordonnance du 29 mai 2019, vous vous rendez compte qu'une bonne partie, je pense qu'il y a une bonne partie de cet argent, pratiquement 240 milliards de francs CFA, qui représentent pratiquement le service de la dette. Ça veut dire que ça représente des intérêts que l'État camerounais est amené à payer dans le cadre des emprunts qui ont été réalisés. Donc les Camerounais vont payer plus d'impôts et leur argent va servir à rembourser, à payer le financement de la dette. Alors, maintenant, j'estime que si on est dans un cadre de bonne gouvernance, la chose la plus simple à faire, ce n'est pas d'augmenter le budget. Tout à l'heure, M. Meka a parlé de la réduction du train de vie de l'État, mais seulement il n'a pas développé ce qu'on entend concrètement par réduction du train de vie de l'État. Parce qu'on peut bien parvenir au même résultat recherché par l'exécutif en recourant tout simplement à la vraie, c'est-à-dire, premièrement, réduire le train de vie de l'État. Ça veut dire, par exemple, là où l'État faisait des dépenses somptuaires pour l'acquisition de nouveaux véhicules, alors que les anciens véhicules n'ont pas encore atteint le niveau d'amortissement comptable, mais l'État peut réduire ça. Vous allez voir qu'on va développer un supplément budgétaire de nature à financer certains projets. À côté de ça, vous avez également le problème de la surfacturation des marchés publics. C'est-à-dire, c'est des goulots d'étranglement financiers. Si l'État décide de mettre sur pied une véritable politique de contrôle des marchés publics, on ne va plus se retrouver dans des situations où l'argent du contribuable camerounais est dépensé n'importe comment. Il faudrait également dire que l'une des choses qui peut être faite, parce que quand vous voyez aujourd'hui, vous avez un ministre qui se déplace pour aller contrôler les travaux d'exécution d'une route. Et vous voyez, il se déplace en général avec toute la direction de son ministère. Toute la direction de son ministère signifie que vous avez des bons de carburant, vous avez des frais de mission, mais essayez de faire le calcul par rapport au nombre de ministères dont dispose le Cameroun. Décidez par exemple de supprimer tous ces frais-là. Vous allez voir combien le Cameroun peut faire en termes d'économie budgétaire. À côté de ça, il ne faut pas oublier une chose. Dernièrement, je lisais un document d'un économiste chevronné de ce pays qui disait, avec des éléments à l'appui, qu'au Cameroun, 13 milliards de la solde des fonctionnaires est détournée chaque mois. Faites un peu le ratio sur une année. Vous verrez ce que ça donne. Mais dans un pays comme celui-là, vous avez des vrais problèmes qui fait en sorte que l'État soit toujours en situation de déficit budgétaire. Au lieu de trouver des solutions concrètes, mais on décide plutôt de porter le budget de 4 850 milliards à 5 212 milliards. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, le régime de Yaoundé
a pris la décision de mettre sur la tête du pauvre contribuable camerounais toutes les fautes de gestion qu'il commet au quotidien. Et le gouvernement qui prévoit de mobiliser 121,5 milliards de francs CFA de recettes propres et 240 milliards pour de nouveaux emprunts prévus dans le cadre de ce projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi de finances 2019. Edmond Kamga, sous cette stratégie visant à mobiliser plus de recettes fiscales au moment où le Cameroun est confronté à une situation économique particulièrement difficile avec des entreprises qui pratiquement ne tournent plus depuis de nombreuses années dans les régions du sud-ouest, du nord-ouest, dans la partie septentrionale du Cameroun où le tourisme est également touché du fait de cette crise sécuritaire. Est-ce que cette loi des finances modifiée, en cours de modification, dont l'examen et l'adoption sont attendus, est-ce qu'elle reflète une volonté du gouvernement d'aller vers la résolution des multiples crises au Cameroun? J'ai des doutes, j'ai personnellement des doutes, parce que le fait d'augmenter le budget d'année en année, un budget dont le taux d'exécution n'est pas important du tout, ça pose des problèmes. Parce qu'on augmente le budget chaque année, mais le taux d'exécution est toujours inférieur à 40%. Sinon, encore beaucoup plus moins, de moins en moins encore. Et puis la pression fiscale augmente d'année en année, alors que le Cameroun subit. Les Camerounais subissent une pression fiscale forte. Les entreprises ferment. Et on voit ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je pense qu'un gouvernement plus conscient aurait dû s'adapter à la situation sociopolitique, à la situation socio-économique, aux guerres que l'on a dans l'extrême nord contre Boko Haram et aux guerres que l'on a dans le nord-ouest et du sud-ouest. Et à ce que nous vivons dans les régions de la Damawa et de l'Est, où, à cause de l'insécurité que l'on connaît en Centrafrique, il y a des velléités transfrontalières qui créent l'insécurité dans ces deux régions que j'ai citées, la Dama et l'Est. Je pense que sur la base de cela, et sur la base de la crise grave qui est humanitaire, le gouvernement aurait dû davantage s'adapter et avoir un projet de budget plus cohérent par rapport à ce qu'on est capable d'appliquer ou pas. On a vu il y a quelques mois comment les différents budgets qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale au niveau des lois de finances, où on préparait l'organisation de la CAN 2019. On a gonflé le budget, mais on s'est rendu compte après que la CAN a glissé. Comme a dit le chef de l'État, on est passé de l'échec qu'on n'a pas pu assumer, parce que le gouvernement aurait dû assumer l'échec de l'organisation de la CAN avant que de constater le glissement. Mais on a très vite constaté le glissement et on n'a pas fait le bilan de l'échec. Et ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, la CAF nous a donné une autre opportunité à travers ce glissement. J'utilise bien ce terme, le glissement. Le glissement fait en sorte qu'on n'organise plus la CAN en 2019, on l'organise en 2021. Mais j'ai le sentiment, lorsque j'observe les stades, l'état d'avancement des stades, pour les stades où il y a encore des travaux, quand j'observe l'état des infrastructures routières, sanitaires du pays, où rien n'est fait, j'ai du mal à croire que même la CAN 2021 sera organisée au Cameroun. J'ai même du mal à croire que le lot de consolation que nous avons obtenu de la CAN, c'est-à-dire organiser le CHAN 2020, je me demande si on va vraiment organiser le championnat africain des amateurs en 2020 au Cameroun. Parce que rien ne laisse présager que ce sera possible. Parce que sur le terrain, voyez-vous, à Olembe, le stade qui porte le nom de Paul Biya, c'est pratiquement fermé. Rien n'avance. Et le partenaire qui a presque tout fait, qui a donné tout ce qu'il pouvait, les partenaires italiens, mais ils se sont retirés pratiquement. Parce qu'ils demandent aujourd'hui que le gouvernement mette sur la table sa part de contribution pour que les travaux avancent. Mais visiblement, rien n'avance. Mais quand on fait des projets de budget, lorsqu'on tient compte de la manière dont l'argent est géré au pays, je pense qu'il faut faire une introspection et être plus conscient de ce qu'on est capable de faire plutôt que de ce qu'on est capable de projeter et qu'on ne va pas appliquer.
Le président de la République qui mise désormais sur un budget de 5 212 milliards de francs CFA, avec environ 240 milliards d'emprunts et de dons prévus dans le cadre de ce projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi des finances 2019. Edmond Kuaté, sur les motifs que brandit le gouvernement pour justifier une telle ordonnance qui modifie la loi des finances 2019, quelles sont les zones d'ombre que vous avez identifiées? Écoutez, je crois que cette ordonnance du chef de l'État était dictée par un certain nombre de conjonctures. Même si je ne suis pas très fondé à comprendre pourquoi est-ce que le budget a augmenté, mais au moins, je dis, ça a été dicté par un certain nombre de conjonctures. Je crois que les partenaires extérieurs, au regard de la situation socio-sécuritaire que traverse le pays, ont dit leur indisponibilité à pouvoir nous accompagner, n'est-ce pas, dans l'organisation des élections. Donc, il était urgent pour le Cameroun déjà de trouver des poches où l'argent pouvait sortir pour organiser les élections. Je crois que c'est pour ça que dans cette loi, le budget des élections est passé de 50, je crois, à 80 milliards. Il y a eu une augmentation, je crois, de 30 milliards. Donc, c'était déjà ça. Et puis également, il y a un certain nombre d'indicateurs qui faisaient en sorte qu'il y avait le service de la dette. Parce que vous vous souvenez que le gouvernement chinois est venu ici nous mettre beaucoup de pression parce qu'on n'arrivait plus à assurer le service de la dette. Et c'est pour ça qu'il fallait mobiliser des ressources pour pouvoir financer, assurer le service de la dette. C'est pour ça que vous avez constaté qu'il y a presque 240 milliards pour le service de la dette. Donc il y a un certain nombre de conjonctures comme ça qui ont obligé, n'est-ce pas, à revoir un peu la loi de finances. Ce que je ne comprends pas, les zones d'ombre, comme vous le dites, c'est que nous ne comprenons pas comment est-ce qu'on a deux régions qui sont presque en paralysie totale. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des variations négatives qui, en 2017, étaient à 14% au sud-ouest, à 5%. Ça, ce sont les recettes fiscales, 5% au nord-ouest, et qui aujourd'hui ont grimpé, parce que je crois que là, on est à près de 25% au sud-ouest, parce que toutes les activités sont presque arrêtées, toutes les entreprises ont fermé, tous ceux qui participaient grandement, toutes les activités qui participaient grandement à au plus augmenter l'assiette fiscale de l'État, tout au moins la stabiliser, ont fermé. Alors, on ne comprend pas comment est-ce que, avec toutes ces variations négatives, n'est-ce pas, dans la recette fiscale de l'État, on réussit quand même à augmenter le budget. Ça nous permet. Vous avez tout à l'heure parlé de l'extrême nord avec le tourisme. Vous savez que le tourisme, c'est un adjuvant de l'artisanat et que l'artisanat, c'est également un adjuvant du tourisme. Donc plus il y a de l'activité artisanale, les objets faits à la main, ça attire les touristes. Donc, aujourd'hui, dans l'extrême nord, vous n'avez plus ces activités. Ce qui fait que le tourisme qui contribuait à, je crois, à 10-12%, je crois, si mes chiffres sont bons, mais au moins à un bon taux dans le budget de l'État, le tourisme est presque mort au nord-ouest. Il faut oublier. Le parc de Ouaza, plus personne ne visite le parc de Ouaza. Ça, il faut oublier, avec tous les coûts qu'on a connus dans le parc de Ouaza, tuerie des éléphants en masse, tuerie de nos soldats en masse. Cette prise d'otage également. Prise d'otage également. Ouaza, c'est mort. Plus personne ne va là-bas. Donc, l'activité est morte de ce côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que 8 régions, pour le dire ici, parce que l'extrême nord, même si le tourisme est mort de ce côté, il reste quand même qu'il y a une légère activité commerciale qui s'y passe. Mais de manière viable et dynamique, on a moins de 8 régions qui contribuent véritablement aux recettes de l'État. Donc on ne comprend pas comment est-ce que, avec ça, on a réussi quand même à augmenter le budget de l'État. Je dois également dire, pour le regretter, que cette situation socio-sécuritaire n'encourage pas les investissements. Et pourquoi ? Écoutez, qui va venir investir dans un pays donc la stabilité est remise en question à tout moment? Les IDE, si vous vous voyez les statistiques aujourd'hui, les investissements directs étrangers depuis quelques années, vraiment, on ne les compte plus. C'est-à-dire que les gens qui viennent investir au pays, il n'y en a presque plus. Ils sont découragés par la problématique de stabilité de notre État. Donc, tout ça, voilà
en gros, ce qui aurait pu, n'est-ce pas, expliquer qu'on revoit, n'est-ce pas, à la hausse le budget de l'État. La seule chose qui nous semble assez correcte dans ce budget, c'est que l'État a quand même fait certaines coupes, n'est-ce pas, au niveau de certains ministères. Bon, la présidence également, on a réduit le train de vie de la présidence et de certains services rattachés à la présidence, on a réduit le train de vie. La défense aussi, je crois qu'on a coupé près de 13 milliards à la défense, ce qui nous paraît encore être une incongruité, parce que à un moment où, par rapport aux priorités, à un moment où le Cameroun traverse trop de problèmes sécuritaires, normalement, c'est maintenant qu'on aurait dû revoir à la hausse, n'est-ce pas, le budget du ministère de la Défense. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on a coupé 13 milliards alors qu'on a des défis sécuritaires sérieux de ce côté-là. Donc, les prévisionnistes, n'est-ce pas, du ministère du budget seuls savent sur quels sont les indicateurs qu'ils ont utilisés, mais pour nous, ça nous paraît un peu incongru, ce d'autant plus que il va avoir une pression fiscale énorme, parce que vous savez que dernièrement, le ministre des Finances a pris une décision d'augmenter certains produits, n'est-ce pas, le prix de douane sur certains produits. Ça a découragé les importations. C'est pourquoi vous allez voir que le volume des importations a été revu à la baisse dans cette ordonnance-là. Ça a été revu considérablement à la baisse. Donc, si il y a découragement des importations, ça veut dire que maintenant on va mettre une pression très forte sur, n'est-ce pas, les taxes et les impôts à l'intérieur. Ça va accroître une pression énorme sur le contribuable et ça risque de créer une situation très très tendue. Le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, a plusieurs fois interpellé le gouvernement sur l'asphyxie fiscale que vivent les patrons et chefs d'entreprise au Cameroun, une fiscalité qui ne permet pas la compétitivité économique des entreprises et de garantir les emplois encore existants dans le pays. André Luther Meka, le gouvernement veut mobiliser plus de 121 milliards de francs CFA en matière de recettes fiscales dans un contexte économique et sécuritaire difficile. Où va-t-il trouver ces poches de recettes fiscales pour pouvoir répondre à ces préoccupations? Au moment où vous suivez sur ce plateau les réticences des panélistes sur cette pression fiscale à exercer sur les contribuables camerounais. Disons que de façon simple, les multinationales sont les entreprises qui contribuent le plus à la recette fiscale et effectivement les recettes douanières. Mais mon problème réside au niveau du fait qu'on est en train de peindre en noir tout ce qui se fait par le gouvernement. Parce que lorsque vous suivez les différents panélistes, vous comprenez que si le budget a augmenté, c'est certainement pour permettre à ce qui est des investissements, c'est pour qu'il y ait effectivement l'épuration de la dette et également un certain nombre de projets. Et vous avez constaté qu'il y a eu des coupes qui ont été faites au niveau, n'est-ce pas, des ministères. Cela démontre qu'il y a une volonté du gouvernement à pouvoir, n'est-ce pas, réduire le train de vie des ministères. Et lorsqu'on dit qu'il n'y a véritablement pas d'investisseurs, c'est également faux parce que nous voyons, n'est-ce pas, la présidence qui reçoit des investisseurs suisses. Vous savez, il y a le projet sucrière à l'Est et il y a, n'est-ce pas, l'usine du ciment qui a été récemment inaugurée. Vous connaissez l'entreprise de transformation du cacao, je crois que c'était à Kekem. Donc, il est important quand même de permettre aux Camerounais de comprendre que le Cameroun vit et que sur le plan économique, même s'il y a des problèmes, il y a quand même un certain dynamisme. Je vais également essayer de placer quelques mots. Vous avez constaté qu'à l'époque du ministre Ousmane Alamine, on avait, n'est-ce pas, supprimé les ateliers avec les émoluments. Le Premier ministre a pris une décision pour interdire les voyages et faire en sorte que ne peuvent voyager que des ministres qui ont des missions à faire. Et il y a eu, n'est-ce pas, une épuration du fichier solde où on a découvert près de 20 000 fonctionnaires fictifs. S'il vous plaît, messieurs, lorsque le gouvernement fait des choses comme ça, essayez de dire qu'il y a des choses qui sont faites. Et c'est important pour les Camerounais. Les Camerounais sachent qu'il y a des choses qui sont faites dans leur pays. Et c'est ce pays-là que nous voulons, c'est ce pays où on peut construire que nous voulons. Donc c'est un peu des éléments que je voulais ajouter sur ce dessin très noir que faisait le plateau. Et justement, il y a les élections régionales dont le gouvernement en parle dans l'exposé des motifs pour justifier ce projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi des finances 2019. André Luther Meka, faut-il aller vers des nouvelles élections régionales
avant le dialogue inclusif? Disons que moi je suis un démocrate, je suis la tendance des Camerounais et ce que les Camerounais décideront, moi je vais adhérer à ce que les Camerounais vont décider. Et je pense qu'en tant que citoyen camerounais, là je m'exprime en tant que citoyen, je suis tout oui à voir les tendances de ce que les Camerounais vont décider. Mais je crois que en ce qui concerne les partis politiques, sauf les partis politiques qui ont des petits soucis avec la justice, je crois que d'autres partis politiques sont déjà dans les états-majors pour préparer les élections, sauf, je l'ai dit, les partis politiques qui ont maille à partir avec la justice, qui voudraient effectivement embarquer leur leader dans le dialogue. Ce n'est pas mauvais, mais il est important quand même aussi. Mais au sein de l'opposition, on estime qu'organiser ces élections régionales dans un contexte serait dommageable et serait entériner la sécession de fait au regard de la situation sociale et politique dans les régions du nord-ouest où les populations sont dans les forêts et presque aucune d'entre elles ne peut être en train de participer au vote, sachant que ce sont les conseillers municipaux qui vont s'exprimer et chefs traditionnels si jamais une organisation régionale est faite. Est-ce qu'on peut organiser des élections dans ce contexte où il y a une situation sécuritaire difficile dans les régions anglophones? Bon, naturellement, voilà comment ça se passe, même si Maître Sikati ne veut pas vous le dire. Dans les régions, il y a des concertations des forces politiques avec le gouverneur des régions qui se concertent, et au niveau du ministre de l'administration territoriale, il y a également des concertations. Je crois que, à mon avis, il faudrait qu'il y ait ces concertations qui puissent, n'est-ce pas, s'établir pour que les forces politiques décident si on va aux élections ou pas. Mais je répète encore que certains partis politiques sont prêts, au-delà des partis politiques qui ont maille à partir avec la justice, qui ne sont pas des partis républicains. Je le répète. À votre suite, Maître Désiré Sikati, sur cette élection régionale projetée par le gouvernement, dans les motifs exposés devant l'Assemblée nationale pour justifier cette loi de finances rectificative qui doit être examinée et adoptée, faut-il aller vers les élections régionales en 2019, avant le dialogue inclusif, dans le contexte sociopolitique actuel? Mais déjà, il faut se rappeler que ce n'est pas en 2019 que le gouvernement se rend compte qu'il était question d'envisager des élections sénatoriales. Donc je pense que, logiquement, on aurait dû penser à cette harmonisation du budget de l'ECAM depuis l'année dernière et l'introduire dans le projet de loi de finances qui a été débattu devant le Parlement au cours de la session de novembre 2018. Donc, introduire cette modification par une ordonnance du président de la République, je pense que c'est un véritable tâtonnement ou bien même une volonté affichée de ne pas respecter la transparence. L'autre chose, c'est vous posez une question sur les conditions d'organisation d'une élection. Je pense que c'est des choses tellement élémentaires. Je ne sais pas pourquoi M. Meka veut nous emmener dans des débats qui ressemblent un peu à du maraboutisme. Comment est-ce qu'on peut organiser des élections dans un pays ou bien dans un pays et prétendre organiser ces élections-là dans deux régions qui sont pratiquement en proie à la guerre, au déplacement massif des populations vers l'extérieur du pays et vers d'autres régions du Cameroun? Je pense que le fait signifie que le régime est en train d'appliquer le contraire de ce qu'il promeut sur le plan médiatique. C'est la consécration même de ce que tous les Camerounais ne sont pas égaux. Vous avez des Camerounais, si vous dites aux populations anglophones que les élections peuvent se faire normalement, ça veut dire que l'instabilité dans les régions anglophones n'est pas quelque chose de fondamental pour le bien-être national ou bien pour l'intégration nationale, pour le vivre ensemble, comme certaines personnes qui sont adeptes des slogans aiment bien le ressasser juste pour meubler la parole, alors qu'en réalité, ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Je pense que nous devons être capables de prendre des décisions. Parce que M. Meka dit, il est démocrate, il attend, on va consulter les Camerounais. Je ne sais pas quand est-ce qu'on consulte les Camerounais pour organiser une élection sénatoriale. Parce que voyez-vous... Élection régionale. Une élection régionale. Parce que voyez-vous, on sait très bien que lors de la session de mars, voilà, il y a des lois qui concernent l'organisation de ces élections régionales qui ont été prises. Donc, et dans tous les analystes politiques disent que si ces lois ont été votées, c'est que le gouvernement envisage effectivement d'organiser des élections régionales au cours de cette année. Mais c'est élémentaire que de dire
que la première condition pour organiser des élections, c'est la stabilité sociopolitique. À côté de la stabilité sociopolitique, vous devez également avoir un environnement électoral. Des grands électeurs. Je vous en prie. Non, ça ne change absolument rien. Si, une élection, c'est une. C'est des grands électeurs, non. donc ce n'est Je pas. dis Ça que n'implique les pas grands électeurs, notamment les grands toute électeurs, la population dans son ensemble. Si, ça doit impliquer parce que vous avez des chefs traditionnels qui font partie du collège électoral. toujours les grands et électeurs. aujourd'hui, les chefs traditionnels des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, j'en connais certains qui vivent désormais hors de leur chefferie, hors de leur région d'origine. Donc, vous êtes en train de dire que les chefs traditionnels des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne comptent pas. C'est pas ce que Ils je n'ont dis, pas ça, une c'est de la importance mauvaise foi. notable dans le processus électoral pour les conseillers régionaux. C'est ce que vous venez de dire et je vous tire un coup de chapeau pour cela. Donc, à côté de pas ça... ce que j'ai dit. Mais vous l'avez dit implicitement. Mais vous faites des inférences sur ce Donc, que j'ai dit. Je vous en prie, allons au bout de l'analyse. Maintenant, je dis, à côté de l'apaisement ou bien de la stabilité politique qui doit être la première condition. D'ailleurs, c'est la condition pour tout, parce que Doing Business, même en économie, dit la principale condition pour qu'une économie soit prospère, c'est la stabilité sociopolitique. Donc, à côté de ça, il faut également que dans ce pays, parce que M. Meka, il parle, il y a des moments où je suis content de l'écouter parler, il dit, bon, il y aura une conférence entre les représentants du régime, l'administration électorale et les partis politiques. C'est ce qu'on demande depuis. On appelle ça le consensus électoral, c'est-à-dire les acteurs politiques se mettent ensemble, discutent des conditions démocratiques qui sont des éléments élémentaires. Les éléments de la démocratie sont universels. Il n'y a pas une démocratie à la camerounaise, une démocratie au Bénin. Ce qui se passe bien au Niger ou bien en Côte d'Ivoire, au Sénégal, devrait se passer de la même façon au Cameroun. Parce que Mais André Lutemeka estime qu'il y a des partis politiques qui sont prêts à aller aux élections, sauf le MRC, qui selon lui n'est pas républicain et doit pouvoir résoudre ses problèmes avec la justice. Ben, déjà, le MRC, c'est un parti qui est autorisé, qui est légalisé, qui ne fait l'objet d'aucune sanction, dont je ne sais pas de quoi il parle. Maintenant, il faut aussi être capable de dire que avoir des membres du MRC, son leader, qui est injustement embastillé, qui est séquestré de façon arbitraire par le régime politique RDPC, qui instrumentalise la justice pour régler des comptes politiques, ça n'a rien de nouveau. Ça n'a rien de nouveau. On a connu Abdoulaye Wade, il est devenu président des États-Unis, il a été en prison. Mandela, du Sénégal, pardon, il est devenu président de la République. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Bénin, où l'ancien président Yahya Boni est pratiquement séquestré par la police du nouveau président. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse comme si la situation carcérale des leaders du MRC et des autres militants est quelque chose de spécial. Voilà, que l'on ne vit qu'au Cameroun. Voilà, donc le RDPC est tout simplement en train de démontrer qu'ils ne sont pas capables de faire la politique dans un contexte apaisé, de respecter les règles élémentaires de la démocratie. Et nous avons toujours décrié, parce qu'il ne faudrait pas aussi... Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est le raccourci électoral. C'est-à-dire, vous allez aux élections alors que vous avez pratiquement 20% de votre pays qui ne peuvent pas participer à ces élections-là. Moi, nous appelons ça du raccourci électoral. C'est de la tricherie. Pourquoi ne pas organiser les élections dans un contexte où tous les Camerounais sont capables de voter, où il y a un vrai consensus politique? Est-ce que le fait... Parce qu'on reproche par exemple au MRC de marcher, ils disent qu'on a des ennuis avec la justice, mais plein de mes camarades sont interpellés parce qu'ils ont marché, mais ils ont marché pourquoi? On marche pour demander, par exemple, venez, nous voulons un consensus, on veut une table ronde entre les acteurs politiques du Cameroun. C'est tout ça à la fois. Vous avez changé de thématique. Non, on n'a rien changé du tout. Et même marcher pour le hold-up, c'est une façon de contester. Voilà le processus électoral qui actuellement existe dans notre pays et qui demain est de nature à reproduire les mêmes résultats, des résultats totalement illégaux de la même façon qu'on les a eus pendant l'élection présidentielle. Alors, après vous, Edmond Kangia, sur cette élection régionale annoncée dans le cadre de ce projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi des finances, faut-il aller vers une élection régionale au moment où le principal adversaire politique du chef de l'État est en prison depuis plusieurs mois, au moment où le pays est confronté à de multiples crises socio-politiques, notamment dans 2 régions du pays? Pour être sérieux, je répondrai non. On ne devrait pas aller aux élections dans un contexte de crise socio-politique tendue, dans un contexte où le Cameroun est en guerre dans de multiples fronts. Ce qu'il faudrait faire, si on a pu attendre, vous savez,
La Constitution du 18 janvier 1996 avait déjà prévu qu'il y ait des élections régionales. Ça date de 23 ans. Si on a pu attendre 23 ans sans faire des élections régionales, pourquoi on n'attendrait pas d'apaiser le pays avant d'aller aux élections? Il me semble que ce qui est urgent aujourd'hui, je résume à ceci. Il faut décrisper le climat politique. Il faut libérer tous les prisonniers politiques, c'est-à-dire les prisonniers politiques qui sont liés au marche pacifique. Libérer les prisonniers politiques anglophones. Le chef de l'État a déjà fait l'arrêt de poursuite 2 fois. Il peut encore le faire pour libérer les prisonniers politiques de la crise anglophone. Une troisième chose qu'il faudrait faire, et qui est important, c'est d'ouvrir le dialogue national inclusif tant attendu. Et enfin, avant d'aller aux élections, il faudrait réformer le code électoral. Que nous ayons un code électoral consensuel avant d'aller aux élections. Et que ces élections ne commencent surtout pas par les régionales, qu'elles commencent par les élections municipales. Pour qu'on ait des conseillers légitimes, qu'on ait des conseillers municipaux légitimes, de nouveaux conseillers municipaux, qui soient capables de nous offrir des conseils régionaux stables, légitimes. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, André Luther Meka, d'être venu sur ce plateau. Merci également à Edmond Kamgia d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci à vous, Edmond Kuaté, également Maître Désiré Sikati. Merci d'être venu ce dimanche. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.